mon Célestieux. En tout cas, c'est un plaisir d'être avec toi, Nikita. Comme d'habitude. Chers auditeurs, on vous voit par là, vous êtes beaux, vous êtes grands, vous êtes forts, etc., etc. Écriture inclusive inclus, bien sûr. Et c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Nous allons discuter d'un philosophe qui a souvent semé la zizanie, la controverse et autres si affinités. Nous parlons bien évidemment de Friedrich Nietzsche. Il y a des gens qui vont dire que même c'est la philosophe préférée des narcissistes, des sociopathes, mais on sait déjà que c'est une simplification populaire. En réalité, il y a beaucoup de profondeur à cet grand homme, cet homme qui a véritablement Perdu son esprit. perdu son esprit par la fin de son vie. Et pourquoi? Car il avait écrit ces écritures de magnitude énorme, un desquels on va parler ce soir. La volonté de puissance. La volonté de puissance. Eh bien, Willpower. nous avons bien sûr eu plusieurs youtubeurs qui ont exposé Nietzsche de par le passé, d'une certaine façon et d'une interprétation plutôt douteuse, si puis-je dire, et même simplificatrice. Aujourd'hui, nous allons parler de La volonté de puissance, cet ouvrage de Nietzsche qui a fait bouger plus d'un après sa mort, bien évidemment, car rappelons-le, Nietzsche est un philosophe allemand qui était philologiste. La philologie, c'est l'étude de l'évolution des mots. L'étude de l'évolution des mots, c'est l'étude de l'évolution de la Pensez. pensée. Donc, c'est une discipline très importante et malheureusement peu entreprise de nos jours. Mais en tout cas, qu'est-ce qui unit les hommes? Leur royaume intérieur, comme l'aurait dit Yuval Noah Harari. C'est la collection Dans des Sapiens. mythes, des légendes, des coutumes, des coutures qui sont déjà innés. Qu'est-ce qui unit le breton de l'homme dans le sud de la France? Et qu'est-ce qui les convainc à aller sauver l'Alsacien de l'Allemand? Eh bien, c'est le royaume intérieur. C'est l'accumulation de mythes, de légendes et d'histoires qui les unit. Donc, discutons un peu de ça. Nietzsche est bien évidemment connu pour son excentricité, pour sa folie, pour sa moustache, bien sûr moins belle que celle de Nikita, moins esthétique et moins soignée, bien sûr sans ce charisme, ce charme et cette hauteur d'esprit qui ferait rougir plus d'une. Voilà. Top là. Ma légende. C'est toi la légende. Bon, un peu de sérieux, voilà. Je commence déjà à me déshabiller, attention. Voilà. Bon. Donc, La volonté de puissance est un livre très important, je dirais, car il explique, à mon avis, avant l'heure, Nietzsche, bien évidemment, expliquait que lui-même était un avant-gardiste, quelqu'un qui avait vu, c'était Cassandre, la pauvre Cassandre qui informait la populace du déluge. Quel est le déluge? Quelle est la phrase connue de Nietzsche? Dieu est mort. Et c'est nous qui lui a tout tué. Nous l'avons tué. Donc, que voulait-il dire par là? La plupart des érudits, si nous pouvons les appeler comme ça, pensent que Nietzsche était un athée convaincu et même qu'il propageait ces idées-là qui étaient de néant. Mais que voulait dire Nietzsche de par le fait que Dieu est mort et nous l'avons tué, entre guillemets bien évidemment? Bien, Nietzsche voulait dire que Dieu dans la vie des hommes, Dieu comme étant une part et une partie structurelle du règne politico-spirituel avait disparu de la vie des hommes. Bien évidemment, pour des siècles et des siècles, le christianisme avait régulé la vie des Européens. Le christianisme n'était pas juste un pouvoir temporel, c'était un pouvoir aussi c'était un pouvoir politique. On pourrait même dire que le pouvoir politique découle lui-même du pouvoir temporel du christianisme en Europe. Et Dieu lui-même régulait la vie des individus de par sa présence spirituelle et donc qui se traduisit par sa présence politique. Rappelons-nous l'étymologie du mot religion. Relégué. Religae, Religae. ce qui lie les hommes entre eux. Et non seulement ce qui lie les hommes entre eux, mais ce qui les lie au passé, à leurs ancêtres et à leurs descendants qui ne sont pas encore là. La religion est la prise de conscience de l'homme qu'il appartient à une certaine mesure qui va au-delà de lui-même, au-delà de l'espace et du temps. Donc, la perte de religion de l'Europe, de par l'industrialisation,
les idées des Lumières, la rationalisation des pensées et du système politique par la suite, a mené Nietzsche à penser que il y aura en Europe une vie sans Dieu, entre guillemets. Sans Dieu en tant qu'entité politique, spirituelle et individualiste. Quelles seront les conséquences? Bien, les conséquences seront que l'homme est quelque chose qu'il faut surmonter. Je vous annonce le surhomme. Qu'est-ce que le singe ou le chimpanzé par rapport à l'homme? De ce regard-là et de cet esprit regardera le surhomme, l'homme. L'homme est quelque chose qui doit être transcendé. L'homme est quelque chose qui doit être dépassé. Je vous annonce le surhomme. Ainsi parlait Zarathustra. Comment lire Nietzsche? Si tu devrais conseiller à nos auditeurs de lire Nietzsche, comment devraient-ils commencer? Avec ainsi parlait Zarathustra. Oui. Alors Nietzsche a dit que toute mon œuvre littéraire, c'est une explication de Ainsi parlait Zarathustra. Et alors, c'est le livre qu'il faut commencer avec. Et puis, c'est le livre avec lequel il faut commencer. Et puis, tous les autres sont une justification, une explication, une simplification pour assister à comprendre Ainsi parlait Zarathustra. Mais pour terminer, il faut lire Ecce Homo. Complètement. Nietzsche, dans plusieurs de ses œuvres, expliquait que Ainsi parlait Zarathustra était son œuvre finale, son chef-d'œuvre. Il parlait de mon Zarathustra. Mon Zarathustra. Mon Zarathustra, mon chef-d'œuvre, mon bébé. Et le reste de ses œuvres ne sont qu'une certaine explication à Ainsi parlait Zarathustra. Et Ecce Homo, que veut dire Ecce Homo? Voilà l'homme. Voilà l'homme, Ponce Pilate, quand il présenta Jésus-Christ au peuple d'Israël, il leur dit, voilà l'homme. Eh bien, c'est ce que Nietzsche nous dit dans son dernier ouvrage, Ecce Homo. Voilà l'homme, je me présente à vous, je suis nu devant vous, je m'accepte comme je suis, sans aucun remords. Maintenant. Alors, cette idée de volonté, de puissance, en fait, il s'exprime pendant toute l'œuvre littéraire de Friedrich Nietzsche. Et en fait, c'est ironique, jamais il donne une définition véritable, 100% précise de ce que ça veut dire la volonté et la puissance, mais on a les idées. En fait, la volonté et la puissance, c'est annoncé à la fin du généalogie des morales de Friedrich Nietzsche. Et dans à la fin de généalogie des morales, c'est annoncé. Alors, j'ai encore plusieurs idées, mais je vais les développer dans une autre pièce que je vais l'appeler réévaluation des valeurs, et puis un autre appelé la volonté à la puissance. Et il a commencé à écrire le commencement de cette nouvelle œuvre littéraire de 4 parties. La première entre eux étant l'Antéchrist. Oui. Mais avant qu'il aurait pu finir cette nouvelle œuvre littéraire, alors il a eu une crise nerveuse et à ce point c'était impossible de finir son travail littéraire. Et puis sa sœur Elisabeth a réapproprié, modifié, à pervertir, on pourrait dire même, son œuvre littéraire pour justifier ses sensibilités de nationalisme socialiste. Tout à fait, tout à fait. Sa sœur était une socialite, on pourrait dire ça, qui y a perverti son œuvre. Bien, tu as dit quelque chose de très intéressant, réévaluation, la réévaluation des morales. Bien, Nietzsche disait qu'il fallait philosopher avec un marteau. Maintenant, ce que la plupart des gens n'ont pas bien compris, de par leur interprétation, eh bien, nous pouvons rappeler que l'interprétation est un choix politique. Mais ce que Nietzsche voulait réellement dire par philosopher avec le marteau, quand il écrit Les idoles, Twilight of the Idols, eh bien, c'est qu'il fallait non pas détruire les idoles expressément, mais les tester avec un marteau. Il fallait retester les valeurs que suivaient les Européens. Les réformer comme s'ils étaient de la fer chaude. Tout à fait, tout à fait. Il fallait chauffer les valeurs et puis les frapper avec un marteau pour voir si elles allaient courber, si elles allaient se fendre.
Et de par cela, Friedrich Nietzsche, après avoir détruit toutes les idoles, ou plutôt les avoir testées avec son marteau, en est venu à l'établissement d'une certaine philosophie qui expliquait que l'homme est quelque chose qu'il fallait dépasser. Je vous annonce le surhomme, comme il l'aurait bien évidemment dit. Et nous pouvons même parler par rapport à la volonté de puissance. Eh bien, qu'est-ce que la volonté de puissance, tout d'abord? Il faut le comprendre en comparaison avec Arthur Schopenhauer. Dans sa jeunesse, Friedrich Nietzsche était un grand admirateur de Schopenhauer. On pourrait même dire une figure paternelle. Ouais. Nietzsche était absolument dévoué aux œuvres de Schopenhauer. Et dans les œuvres de Schopenhauer, il y a cette idée volonté à la vie, dans lequel l'objectif final, total, de la volonté de la vie, c'est la préservation, c'est de se préserver. Alors, mais Nietzsche n'était pas satisfait avec cela. Pourquoi? Car qu'est-ce que ça veut dire se préserver? Ça veut dire poursuivre une vie confortable, poursuivre une vie où il n'y a pas des triomphes, des risques, du drame, du passion, de l'amour. Une vie confortable. Pour se préserver, il faut chercher une vie confortable. Imaginez-toi alors. Eh bien, comment est-ce qu'une vie confortable pourrait-elle Ressembler. apparaître pour vous? Eh bien, c'est très intéressant ce que tu viens de dire, car Nietzsche disait qu'il fallait se consommer. Il fallait consommer sa vie. Il ne fallait pas tendre à préserver sa vie, il fallait la consommer. Et encore un point très important, tu nous as expliqué que Nietzsche était un disciple de Arthur Schopenhauer. Et eh bien, Schopenhauer est arrivé à la conclusion qu'il fallait se préserver. Et de là, Nietzsche a explicitement fait part de la contradiction qu'il voyait dans les dires de Schopenhauer, car eh bien, se préserver voulait dire mener une vie sans risque, donc ne pas se consommer. Et donc, surtout, on arrive à un point très important de la philosophie nietzschéenne, qui est le nihilisme. Le nihilisme. Cette volonté, cette poursuite du plaisir, cet épicurisme, nous pourrions dire. Il faut jouir sans entrave. Et c'est cela que Nietzsche appelait le début de la fin des Européens. Très intéressant, très intéressant. En tout cas. Maintenant, qu'est-ce que la volonté de puissance maintenant? Tu es en train de parler. J'étais en train de parler de la volonté de la vie. Mais c'est vraiment ironique, regardez cela. Alors, c'est ironique car l'homme ne serait jamais rassuré par une vie rassurante. Pourquoi? Pourquoi faudrait-il prendre des risques? Pourquoi un homme va concrétiser des continents? Pourquoi l'homme va faire des aventures? Pourquoi l'homme va s'exprimer dans des manières excentriques? Pourquoi l'homme va se concourir contre les opinions du public? C'est pour consommer sa propre vie. Tout à fait. Et Nietzsche expliquait qu'il y avait deux types d'hommes. Ceux qu'il appelait les maîtres et les esclaves, les chandala, de par la tradition indo-européenne. Qu'est-ce que la différence entre un maître et un chandala? Un maître est quelqu'un qui produit, c'est quelqu'un qui crée, c'est quelqu'un qui donne vie à ses pensées. C'est quelqu'un qui manifeste son royaume intérieur pour faire en sorte que le royaume des cieux eh bien, soit le royaume autour de lui. Pour faire en sorte que son royaume intérieur se manifeste dans sa vie de tous les jours. Tel est l'homme que Nietzsche qualifierait comme étant un surhomme. C'est celui qui manifeste sa volonté de puissance. Et son exemple le plus pertinent étant... Napoléon Bonaparte, bien sûr. Tout à fait. L'empereur. Bien, Napoléon Bonaparte était lui-même... Il y a beaucoup d'Hegel dans Nietzsche. Et Napoléon, qui était ou plutôt Hegel, qui était un contemporain de Napoléon, eh bien, avait introduit cette idée que l'homme est le produit de l'histoire. Nietzsche pensait que Napoléon était lui-même, j'ouvre les guillemets, cette union entre l'homme et le surhomme, ce monstre. Nietzsche pensait que Napoléon était cette boule de volonté qui, après des siècles et des siècles d'isolationnisme,
s'est enfin exprimé sur le monde. C'est-à-dire, ce descendant d'une aristocratie exilée génoise qui s'est réfugié en Corse pour des générations et des générations était dans l'exil. Toute cette énergie qui était contenue pour des siècles et des siècles a enfin explosé sur l'Europe, a enfin imposé son royaume intérieur sur le monde. Le royaume intérieur de Napoléon Bonaparte s'est exprimé par la volonté de Napoléon Bonaparte. Il a su donner vie à ses pensées. Il a su exprimer les profondeurs de son âme. Il a su faire des rois comme on faisait des caporaux. En tout cas. Maintenant, discutons, si tu le veux bien, de la portée de la volonté de puissance sur la scène internationale. Alors, la volonté de puissance, c'est la force qui compelle les nations de... Dans les individus, comme dirait Nietzsche, la volonté de puissance, c'est la force qui compelle les gens à consommer leur vie. Ça veut dire à réunifier et à chasser, de chercher leur ultime expression. C'est la même chose à l'échelle internationale. Les pays ont leur propre volonté de puissance, ça veut dire qu'ils ont leurs propres intérêts qui est séparé de l'idéologie. L'idéologie, c'est tout simplement le moyen qui est utilisé pour... l'idéologie, c'est le moyen de réaliser cette volonté de puissance du pays. Alors, imaginez la Russie, par exemple. Que ce soit la Russie impériale, la Russie communiste, ou la Russie actuelle de nos jours, les intérêts sont les mêmes. Les intérêts sont déterminés par une certaine volonté de puissance, par l'histoire, par l'idéologie. L'idéologie, c'est tout simplement employé à la recherche des intérêts, à la recherche des terminaisons de la volonté de puissance. Et alors, ce qui se passe à l'échelle internationale, c'est la collision des diverses volontés de puissance des différents pays. Ce qui est de se maximiser, de s'exprimer. Tout à fait. Par exemple, en France, que cela soit le royaume de France, carolingien, mérovingien, les républiques, première, deuxième, troisième, quatrième, peu importe, l'empire, premier, second, l'intérêt supérieur de la patrie est au-dessus de tout régime et toute idéologie. Celui-ci ne bouge pas pendant les âges et à travers les temps. Donc concluons cette vidéo en vous donnant quelques raisons de lire Nietzsche, La volonté de puissance, ou plutôt, si bien sûr vous n'avez pas la patience, vous pouvez toujours regarder nos vidéos. Vous savez très bien que nous sommes vos humbles serviteurs, que la raison pour laquelle nous lisons tous ces livres, c'est en fin de compte pour vous instruire. Et ça nous fait vraiment plaisir, car, rappelons-le, vos plaisirs sont nos désirs, et vos espoirs sont nos devoirs. Tout simplement. Lire Nietzsche aujourd'hui a plusieurs sens. Nous pourrions comprendre tout d'abord l'évolution de la pensée dans une Europe sans Dieu, une évolution laïcarde, tyrannique, car rappelons-le, d'après Fustel de Coulanges, la cité antique, qu'est-ce qu'un tyran? C'est un roi sans les rites religieux. Le roi est un chef politique, mais qui est responsable de la préservation des rites religieux. des traditions, des coutumes, etc. Tout à fait. Un tyran est un roi, mais laïcard, vulgairement dit. Eh bien, Nietzsche est un prêtre laïcard. Nietzsche est quelqu'un qui voit dans la vie, non pas comme Schopenhauer, la volonté de préservation, mais la volonté de puissance à des fins de créer le surhomme. Bien, comme l'aurait dit Chesterton, le monde occidental n'est rien que christianisme devenu fou, nous pourrions dire. Mais en tout cas, nous voyons les résultats de la Révolution française dans les esprits des individus, et ça pourrait être un sujet très intéressant. Nous pourrions discuter par exemple du fameux Edmund Burke. Edmond Burke. Uh-huh. Oui, tout à fait. Nous pourrions faire une vidéo par rapport à ce sujet-là. Ça pourrait être très intéressant. Mais en tout cas, nous finirons cette vidéo pour vous inciter à lire Nietzsche pour des raisons très simples. Tout d'abord, analysez l'évolution de la raison, de la pensée et des royaumes intérieurs européens. Car qui dit royaume intérieur dit développement et manifestation de ces royaumes-là dans la scène politique et dans les institutions étatiques. Deuxièmement, Nietzsche sait très bien écrire.
Et Nietzsche écrit par parabole. Et Nietzsche écrit et va au-delà du temps et de l'espace. Nietzsche nous apprend, de par la volonté de puissance, que les relations internationales, tout comme les relations humaines, sont d'abord des relations d'intérêt. D'intérêt qui se forment entre elles par des rituels, comme par exemple boire du vin en discutant de politique, en discutant d'histoire, de philosophie, de littérature, mais en tout cas pour une poursuite de l'intérêt. Nietzsche nous apprend aussi à tailler une bonne moustache. Nikita, avant d'avoir lu Nietzsche, était un désastre. Facialement. Aujourd'hui, regardez ce beau garçon qui ferait rougir les plus belles et les plus majestueuses d'entre vous, mesdames. En tout cas, à part sa moustache, Nietzsche peut vous apprendre beaucoup de choses par rapport aux relations hommes-femmes. De par ses correspondances avec sa tendre et bien-aimée Lou Salomé, qu'il a toujours rejetée, il vivait un amour platonique, mais qui ne se traduisit pas par les délices de Vénus, si puis-je dire. En tout cas. Alors, dans un monde où le rôle de Dieu a disparu, dans un monde où il lui semble que la technologie et la science, l'industrialisation et le commerce nous donnent des nouvelles méthodes à rechercher de la vérité, Nietzsche nous rappelle de chercher à la royaume intérieure. Nietzsche nous rappelle d'écrire la philosophie de la vie, pas tout simplement avec le stylo, mais avec le marteau. Ça veut dire qu'il faut toujours tester, réévaluer les valeurs qui sont prédominantes. Et à quel objet et avec quel intérêt de se consommer. Et sur ce, je dirais tout simplement, très honnêtement, voilà. Le mot qui commence avec la lettre V. Oh, commande donc. Ok, voilà. Et sur ce, je dirais très simplement, mais tout honnêtement, comme d'habitude, voilà. Voilà. Voilà qui je suis, mes voix, mes signes, mes années, c'est fini, c'est mes voix, c'est mon cri, mais voilà.